Bonjour à tous. Jamais un président des États-Unis n'a si maltraité ses alliés comme des adversaires. Jamais un président des États-Unis n'a considéré ses adversaires avec autant de bienveillance. Est-ce que le comportement de Donald Trump s'explique par une analyse superficielle et narcissique du monde, à la lumière d'une lecture extrêmement sommaire de l'environnement global dans lequel il vit? Est-ce que la relation de Donald Trump avec le monde extérieur entrave sa liberté de jugement et d'action? Ou bien est-ce que Donald Trump sait parfaitement où il va et qui considère que le monde actuel, qui a été justement construit par ses prédécesseurs, ne correspond plus aux intérêts spécifiques des États-Unis? Tous ces points, nous allons les voir ensemble maintenant. Est-ce que finalement, c'est un peu ce que toi tu dis depuis longtemps, tout ça c'était prévisible et les Européens, la grande erreur des Européens, c'est de ne pas s'être préparés à ce retour alors qu'il était totalement prévisible. Ça, c'est clair. Merci, merci Alain de cette invitation, de ces activités que l'on peut développer ensemble dans un contexte évidemment compliqué entre Genève et Bruxelles avec l'Observatoire géostratégique et avec mon institut de recherche. Il est vrai que depuis le mois de janvier, il se passe énormément de choses. Nicolas de Ziegler l'a très justement rappelé. Alors, j'ai toujours tendance à dire que Donald Trump n'a pas d'alliés, il n'a que des intérêts. J'ai envie de dire aussi que finalement, quelle que soit la situation aussi complexe d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, jamais quelque part je n'ai été aussi excité d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue géopolitique avec évidemment tout ce qui est en train de se passer maintenant depuis plus de 2 mois. Et il est vrai que j'aurais aimé me sentir un peu moins seul depuis ces 4 dernières années où je disais attention, il y a des risques les États-Unis sont ce qu'ils sont et l'Europe est ce qu'elle est, titre de la tribune que j'ai fait dans la tribune de Genève cette semaine, où j'expliquais que finalement, si l'on avait anticipé un minimum le retour possible puisque finalement la géopolitique n'est pas du wishful thinking. Il suffit pas de gloser sur des plateaux télé ou dans la presse pour expliquer par A plus B ce qu'on aimerait voir venir. Je pense qu'il aurait mieux valu probablement imaginer le scénario du pire, ou ce que certains considèrent en tout cas comme le scénario du pire de la géopolitique d'aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie sur le divan, même si on peut évidemment chaque matin se lever et se poser de multiples questions sur le fonctionnement de Donald Trump. C'est vrai qu'il faudrait un manuel d'un accessoire électroménager de 300 pages comme on reçoit régulièrement en de multiples langues. Et c'est vrai qu'on a du mal souvent à appréhender et à comprendre. Et je pense que ça commence tout simplement, je l'ai dit et je l'ai redit, par ce déni et ce refus de considérer la réalité des faits et la réalité des choses. Ce qu'il se passe aujourd'hui à Washington, ce qu'il se passe dans le monde, ce qu'il se passe à Genève et à Bruxelles, était quelque part prévisible parce que je pense que Donald Trump n'est pas la cause de nos malheurs, mais est un symptôme de l'évolution du monde depuis très longtemps. Quand on dit aujourd'hui que le multilatéralisme a de quoi être inquiet à Genève et même à New York ou les institutions européennes à Bruxelles, on le sait, on sait très bien que depuis des années, le multilatéralisme a du plomb dans l'aile, les agences onusiennes peinent à faire respecter le droit international, des résolutions peinent à être votées, et quand elles sont votées, elles ne sont pas appliquées, ou en tout cas difficilement applicables. On a un peu ce sentiment que le monde s'est enfermé au-delà de la tour de verre de New York, dans une sorte de monde, un monde utopique ou un monde qu'on rêve ou qu'on essaye encore de vouloir réaliser, ce qui est tout à fait louable et ce qui devrait en réalité l'être, c'est, je dirais, l'apothéose de ce système de 1945 avec une application stricte du droit international par tout le monde. Or, Donald Trump nous montre à la fois plusieurs choses par rapport à cette situation. Déjà, il a toujours apprécié, il a toujours aimé acter une réalité sur le terrain. Probablement parce que ce n'est pas un grand théoricien, comme moi d'ailleurs, mais qu'il part de la réalité de terrain pour essayer
de conceptualiser ce qu'il peut essayer de conceptualiser. Et il est quelque part straight to the point, comme on dit en anglais. Il est cash et il est direct et il fait avec ce qu'il a en main. Quand il nous a rappelé plusieurs fois que tout l'argent qui était investi par les États-Unis dans des causes dont on pouvait pratiquement se douter qu'elles seraient perdues, créer un État viable en Afghanistan, on en a vu le résultat, sécuriser le Pakistan, on a vu le résultat, ça reste un fail state, un État échoué. Continuer à financer la question palestinienne sans arriver à faire suffisamment pression sur Israël pour qu'on parvienne à un État palestinien et tout ce qui aurait dû être aller derrière, le retour des réfugiés, etc., etc. On voit que tout ça n'a absolument pas été réalisé et que beaucoup d'argent, évidemment, a été dépensé dans ce sens-là. Et Trump a ce sentiment, je ne sais pas si ça remonte à l'enfance, quelque part, de s'être fait avoir, que les États-Unis, quelque part, ont distribué l'argent à volo et qu'il n'y a pas eu de retour sur investissement ou que finalement tout le monde a un peu profité sur l'os. Alors il est vrai que le système international issu de 1945 a à la fois sacralisé le rôle des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais a globalement quand même offert cette place que les Américains considèrent comme divine, que nous considérons quelque part comme peut-être confortable, en tout cas trop longtemps confortable, ce rôle dévoyé aux États-Unis de gendarme du monde. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les États-Unis ne souhaitent plus le faire, ou en tout cas certainement pas à ce prix-là. Je pense que tout ce qui est en train de se passer n'est que le prolongement en réalité d'un déni de notre part, d'un dysfonctionnement du système international et surtout d'un manque d'adaptation clair et net à l'évolution de ce monde et notamment au sud globaux. Alors on a tendance souvent à sourire, en tout cas à être tiraillé entre ces grandes réflexions sur le déclin de l'Occident. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, on ne parlait que de désoccidentalisation, d'émergence ou d'enracinement des BRICS, qui sont devenus entre-temps les BRICS+. Et on a le sentiment, par rapport à ce que tu viens de développer juste avant, Alain, que Donald Trump serait devenu quelque part un ennemi des alliés et finalement un facilitateur de nos ennemis. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Ma théorie pour le moment, elle serait plutôt de penser que les États-Unis ont toujours considéré qu'ils n'avaient pas quelque part de partenaires, y compris chez leurs alliés, et qu'ils n'avaient en général que des vassaux. Et il considère, probablement dans son délirium parfois d'homme le plus puissant du monde, ce qui est une réalité en l'état, mais en tout cas de sauveur, ou en tout cas quasiment même de messie, parce que beaucoup de son électorat considèrent qu'au-delà de la tentative d'assassinat, finalement Donald Trump est une forme de messie qui pourrait sauver un monde, alors les États-Unis, mais peut-être aussi le bloc occidental. Et j'ai la faiblesse ou la force de penser que ce qu'il est en train de faire, c'est de soumettre, non pas forcément d'affaiblir les alliés, mais de les mettre entièrement à sa botte pour essayer de constituer ou de ressusciter ce bloc occidental qui avait progressivement tendance à s'affaisser avec ses valeurs, avec ses résolutions des Nations Unies qui ne servent pas malheureusement à grand-chose, avec ce droit international qui est pratiquement un bêta bloquant pour le business, pour les relations d'intérêt des États avant tout économiques, avec des pays comme la Russie, avec des pays comme la Chine, et d'ailleurs beaucoup de pays qu'on n'apprécie pas forcément pour le type de régime qu'ils mettent en place, mais souvenez-vous, dans les années 60, 70, 80 et plus, on a toujours fricoté avec des pays tout à fait contestables. Je citerai juste le cas de Muammar Kadhafi avec la Libye et de Saddam Hussein avec l'Irak. On a probablement une vision à géométrie très très variable et on s'est peut-être un peu trop enfermé, je dis bien peut-être, dans un droit de l'hommisme qui n'intéresse pas aujourd'hui Donald Trump et quelque part battre en brèche ces valeurs que je pense nous devons évidemment continuer à défendre parce que je pense qu'il n'y a pas d'air ou d'espace géopolitique plus épanouissant pour l'individu et plus facilitateur de liberté, de droit des individus. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une confrontation claire et nette
entre ce que l'Europe continue à défendre et ce que les États-Unis aujourd'hui, au nom de leurs intérêts propres, cherchent à faire. Et je pousserai même le bouchon encore un peu plus loin en m'interrogeant sur le fait que cette stratégie de Donald Trump, qui est violente, qui est rude pour nous, nous met aussi quelque part au pied du mur. Si l'Union européenne a pu depuis tant d'années, tant de décennies, vendre du rêve avec cette histoire de valeur, avec cette histoire de respect des droits de l'homme, avec cette histoire d'espace économique le plus important au monde, 400, 450 millions d'individus aujourd'hui qui commercent, c'est plus que le marché américain, évidemment. À partir du moment où vous n'avez pas de défense autonome et de défense pure et nette, tout ça n'est quelque part qu'un mirage. Donc j'ai l'impression que Trump est très ancré dans une réalité, la sienne, et que peut-être qu'à un moment ou un autre, on a été un peu déconnecté, qu'on s'est un peu trop reposé sur les États-Unis. La question sera de savoir si la normalisation de relations avec la Chine à terme, parce que Donald Trump ne l'exclut pas, d'ailleurs même pas avec l'Iran non plus en réalité, la normalisation ou le retour des relations entre la Russie et les Occidentaux, est-ce que finalement c'est pas ça, quelque part, si on doit malheureusement mordre son chapeau ou ronger son frein sur la question des droits individuels et globalement du droit international et des libertés dans ces pays-là, est-ce que c'est pas ça qui, quelque part, pourrait aussi réapporter à nouveau plus de stabilité sur la planète? Je m'interroge, c'est avec X points d'interrogation. Mais en tout cas, aujourd'hui, le multilatéralisme n'est de toute évidence plus à la mode, pas forcément facteur de stabilité. Et évidemment, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on risque de retourner à une forme d'état de jungle, quelque part, en dehors du droit international, en dehors des canons de beauté, un retour au bilatéralisme et aux relations d'État à État. Sur le court terme, c'est peut-être sympa pour effectivement faire des deals et des accords, comme Trump aime à le faire. Sur le long terme, je ne sais pas si c'est véritablement durable, mais comme je ne sais pas aujourd'hui si des résolutions des Nations Unies ou des conflits réglés par l'entremise des Nations Unies sont plus efficaces aujourd'hui ou pas. Voilà, j'ai plus de questions que de réponses, mais en tout cas, c'est à la fois fascinant et à la fois évidemment extrêmement effrayant, mais à chacune des aires géopolitiques impactées aujourd'hui, d'essayer de trouver les moyens de s'autonomiser totalement des États-Unis, dont on pensait quelque part que le déclin était irrémédiable, mais dont on se rend compte aujourd'hui à quel point les États-Unis, évidemment, sont encore totalement incontournables. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça, quelque part, qui fait, pardonnez-moi l'expression, c'est ça qui fait jouir encore Donald Trump. Alors, moi, j'ai quand même une question là pour te relancer et qui est quand même, comme il y a eu déjà beaucoup d'erreurs de la part des médias, d'un certain nombre d'analystes, alors il y a quand même cette idée que c'est aussi, alors au-delà de la remise en cause du système multilatéral, que Trump est le symptôme aussi d'une Amérique qui va très mal. Et il y a ce pronostic quand même d'un clivage qui va grandissant entre deux Amériques. Euh, est-ce que selon toi, ça c'est nous, occidentaux, européens ici, qui avons cette vision complètement tronquée de l'Amérique, ou est-ce qu'il n'y a quand même pas non plus ce compte à rebours que certains pressentent, voient venir? Euh, c'est vrai que tout le narratif américain est fondé sur la défense de la liberté, de la démocratie. Enfin bon, ça a été porté à travers le cinéma. C'est vraiment toute l'imagerie américaine. Mhm. Et là, ce que fait Donald Trump va quand même à l'encontre de ses fondamentaux en termes de narratif. Donc, est-ce que quand même, au-delà de la question purement multilatérale, est-ce que là, il n'y a quand même pas quelque chose qui condamne la politique de Donald Trump à être tôt ou tard renversée? Je suis toujours un peu gêné de porter un jugement ou une sorte d'analyse sur ce que sont les États-Unis ou sur ce qu'ils sont devenus à partir du moment où, quelque part, les éléments que tu soulignes, tu peux pratiquement les appliquer comme un calque sur l'Europe. Est-ce que la France va bien? Comme disait Coluche, la France est coupée en deux et les Français sont pliés en quatre. Je ne suis pas convaincu que l'Amérique aille plus mal que les Européens ou que les Occidentaux en général. En revanche, le rêve américain, ce que l'Amérique vend à travers ou vendait à travers Hollywood, tout ce que tu veux, la révolution, la révolution américaine, l'indépendance,
On ne découvre pas aujourd'hui que l'Amérique n'a pas juste été éternellement, depuis son indépendance en 1776, une terre de rêve, une terre d'émancipation, ou une terre. On sait comment les États-Unis se sont créés, se sont installés sur le dos des personnes et des populations qui habitaient là. On connaît l'impérialisme américain. C'est certainement pas moi qui ferai le gauchiste de base, mais si on souligne ces éléments aujourd'hui, quelque part, il y a peut-être aussi évidemment la notion même de rêve qui était avant tout du rêve. Mais les États-Unis ont passé 90% de leur temps en guerre au nom de valeurs dites peut-être suprêmes, en tout cas de liberté ou de libération d'un certain nombre de pays ou de continents. Je ne crois pas que depuis maintenant plusieurs décennies, les États-Unis aient été l'exemple même de réussite d'exportation de la démocratie ou des valeurs américaines à travers le monde. Alors il y a deux Amériques ou plus, démocrates, républicaines, les côtes, le centre, j'en sais rien. Je pense que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais je crois que par contre, les États-Unis, s'ils sont dans cette situation-là, comme Israël d'ailleurs, c'est que la démocratie a atteint des limites. Je ne vais pas dire ses limites, mais je vais dire des limites. Aujourd'hui, on voit que face à un monde qui se radicalise, face à un monde qui peut apparaître plus violent, même si j'inviterai nos amis en ligne à lire le bouquin de Frédéric Ancel qui vient de sortir et qui s'appelle La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. On n'a jamais été autant en paix dans le monde, aussi paradoxal que cela puisse paraître. On est dans une situation où il y a effectivement des points de crispation très violents qui peuvent déraper, que ce soit Taïwan, l'Ukraine, la Russie ou l'éternel Moyen-Orient, la tarte à la crème du conflit israélo-palestinien. Mais on a aujourd'hui probablement, avec Trump, le symptôme d'une forme de maladie de la démocratie. Et comme les États-Unis étaient le meilleur exemple de ce que la démocratie pouvait produire, on voit qu'il y a évidemment quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un cancer et des métastases qu'on voit en Europe ou ailleurs, qu'on considère bien ou pas bien, mais on voit qu'il y a des populations qui de plus en plus ont besoin d'aller vers quelque chose d'autre que ce qu'était la démocratie avant. Plus d'autorité, plus d'ordre, plus de sécurité. Quand vous avez quelqu'un aujourd'hui comme Orban qui a le vent en poupe, qui décide de ne pas respecter le droit international en accueillant Benjamin Netanyahou et en disant qu'en gros il ne l'arrêterait pas, quand il y a un Bart de Wever, Premier ministre belge, où je me situe présentement, et qui dit que si Benjamin Netanyahou vient en Belgique, probablement qu'on ne l'arrêterait pas. Bien ou pas bien, ça pose évidemment cette question à la fois des démocraties donneuses de leçons et des démocraties qui sont les premières à ne pas respecter les valeurs qu'elles portent et qu'elles défendent depuis tant d'années. Et tout ça va dans l'ensemble des démocraties à l'intérieur même de l'Union européenne, avec la moitié des États membres qui, quelque part, défient l'Union européenne, défient les démocraties. On voit jusqu'à quel point Orban essaye de pousser les limites de ce qui serait acceptable en termes de défense des valeurs européennes et de la démocratie en général. Alors oui, demain, ça peut être la guerre civile où il peut y avoir une explosion civile, sociétale aux États-Unis, mais je regarderai pas ça avec trop de distance, ou en tout cas, je dirais pas, oh, regardez, les États-Unis, ils sont en train de se déchirer, parce que au sein même de l'Union européenne, il y a quand même suffisamment d'éléments probants qui sont du même ordre, et on les retrouve aussi en Israël, avec deux Israël, ou quatre, ou 10, je n'en sais rien, mais en tout cas avec des clivages extrêmement violents qui sont très dangereux. Quelque part, les ennemis ne sont pas forcément à l'extérieur de nos pays, mais il y a déjà tous les ferments potentiels d'implosion à l'intérieur même de nos sociétés, et l'Europe n'est pas, à mon avis, le meilleur exemple aujourd'hui de pacification. Ça ne se passe pas que sur les tensions aux frontières de l'Europe, ça se passe à l'intérieur même de l'Europe institutionnalisée. Ben, c'est assez bizarre parce qu'en fait, j'ai été près d'industriels américains de façon quasi quotidienne depuis 3 ans. Et puis, le message subliminal qui réellement flottait dans bien des cas, c'est que la décadence américaine était déjà sérieusement amorcée. Et puis, on parlait non seulement de la démocratie, mais on parlait réellement de l'économie. On parlait aussi d'un paquet de choses qui faisaient en sorte que le rêve américain devenait de plus en plus un cauchemar. Évidemment, l'immigration illégale était toujours un peu en toile de fond dans certaines discussions,
Mais la majorité des industriels pensaient sincèrement que le rôle des États-Unis maintenant est révolu et nous sommes un empire en déchéance, un peu la fin d'empire finalement, qui pointe à l'horizon. Et c'était réellement ce qui trahissait les propos de la majorité de ces industriels-là, qui, assez paradoxalement, sont tous, à ceux que je parlais, du moins dans le domaine de la défense. Alors qui est un domaine où les États-Unis ont engrangé des profits tout à fait remarquables, là. Je veux dire, on parle de 421 milliards de dollars pour le marché mondial. Ils ont la part du lion dans toute cette industrie-là et ils continuent finalement d'alimenter aussi les conflits parce que faut le dire aussi, quand on parle des institutions internationales et on parle de la démocratie, il faut aussi parler de la paix et toujours se souvenir que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies qui prônent la paix sont aussi les plus grands compétiteurs qui se livrent une lutte féroce à chaque année pour vendre le plus d'armes et de munitions. Fin de parenthèse. Mais ce qui m'étonne un peu dans tout ça avec ce cher Trump, c'est qu'il a une vision qui est basée sur une interprétation assez toxique finalement du passé avec McKinley qui évidemment semblait être son mentor spirituel. Il a même changé le portrait qui trône dans à la Maison-Blanche, dans son bureau ovale, avec le portrait de McKinley. Et là, on parle réellement d'un président qui a été en guerre, qui a été réellement conquérir des territoires. Alors, la réalité de cette possible invasion américaine, telle qu'elle a été commentée par Trump, c'est que n'enverra pas le Canada de façon militaire, mais on va le ruiner économiquement de façon à ce qu'il devienne le 51e État américain. Ça ne passe pas ici, certainement, par la population canadienne. C'est quelque chose, en fait, a créé un sentiment national très fort. En fait, je dirais pas une vague de fond, c'est plutôt un tsunami quand on regarde un peu, et ça trouble un peu aussi les perceptions dans les élections nationales qui s'en viennent. Alors, c'est un cri de rassemblement très fort et qui est quand même aussi inquiétant de voir que notre ami, ben, enfin, notre ami, c'est pas la première fois qu'on a des démêlés avec les Américains. Dans les années 60, on avait justement constaté que les Américains devenaient de plus en plus présents dans notre économie et qu'on voulait s'en distancer. Alors là, présentement, il y a quand même eu un ressac là-dessus, là. Il y a eu certainement une diversification économique depuis les années 60, mais présentement, ce sentiment-là est encore là, à l'effet que nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de production sont si intégrées qu'on ne comprend pas pourquoi les Américains peuvent faire ça alors que présentement, ils touchent au plein emploi. Ils ne seraient pas capables réellement de prendre les usines canadiennes ou la production des usines canadiennes, l'intégrer dans leur système et être capable de faire fonctionner ces usines-là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de jalousie. Et malheureusement, il faut aussi citer que c'est pas apparu depuis que Trump est au pouvoir, depuis le mois de janvier, là. Il y avait des signes certainement précurseurs de tout cela qui sont passés aussi un peu en dessous de l'écran radar et ça revient finalement à la question ou le point que Sébastien faisait tout à l'heure à l'effet qu'on s'était endormi. Alors, en décembre 2023, les États-Unis se sont emparés de centaines de milliers de kilomètres carrés dans l'Arctique et il n'y a pas eu de discussion à cet effet-là, ce qui explique peut-être pourquoi les États-Unis ne sont jamais euh, aussi, nous ont jamais supporté le Canada dans nos prétentions territoriales dans l'Arctique. Alors, eux sont maintenant des joueurs là-bas et puis ils essaient réellement d'aller tout ça, d'aller tous dans ce secteur-là. Alors, c'est très dommage, mais encore une fois aussi, on parlait tout à l'heure des institutions internationales. Les institutions internationales n'ont jamais autant été bafouées que depuis l'année 2000.
Alors, est-ce qu'il existe encore des institutions internationales qui ont une certaine capacité de réunir le monde et d'aider? Alors ça, présentement, c'est probablement la plus grande victime de tout ce qui s'est passé présentement, que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza et dans d'autres secteurs. C'est réellement pathétique de voir que finalement, ces institutions internationales qui ont été créées aussi en grande partie par les Américains, là, que ce soit la Société des Nations, dont ils avaient plus ou moins émis les règles en s'assurant qu'ils n'y participent jamais. Le tribunal pénal international, ils le supportent, mais ils ont aussi des accords bilatéraux pour s'en soustraire. Alors, il y a une espèce d'hypocrisie dans leurs élans démocratiques qui fait peur parce que c'est réellement des épisodes assez éthérés puis qui nous atterre, par contre. C'est réellement fantastique, là. Fantastique dans le sens vrai du mot, là, terrible. Et puis, tout à l'heure, on a parlé aussi, dans le propos de Sébastien, des pays amis. Mais ce qui est un peu bizarre, et c'est peut-être une question que je vais lui mettre aussi, qu'est-ce qui fait que Trump est aussi ami avec Poutine? Il semble pas réellement faire quoi que ce soit. Quelquefois, j'ai cette impression un peu dantesque là, que, que Trump, présentement, est en train de faire un Yalta numéro 2, un Yalta 2.0, dans lequel il dit Poutine, l'Europe est à toi, dans lequel il va dire à Xi Jinping, l'Extrême-Orient est à toi, parce qu'encore une fois, ce sont deux pays qui ont été très, très peu touchés par toutes les déclarations puis les tarifs dont on parlait cette semaine. Il n'y a jamais eu d'attaque verbale non plus. Il y a eu en fait un peu d'effet de toge là, en disant on va imposer des sanctions, mais à un moment donné, des sanctions, ça a des limites, là. Et puis, est-ce que finalement, euh, Trump, qui se prétend finalement être le Messie, est-ce que rentre dans les mêmes critères que la guerre sainte de Poutine? Alors, c'est très mêlant parce qu'encore une fois, comme pays ami, on se retrouve dans une dislocation géopolitique là, à l'échelle globale. En fait, la seule place où on semblerait être tranquille présentement, c'est probablement sur Mars. Exposé vraiment, vraiment très intéressant, très équilibré et surtout dépassionné, ce que j'apprécie parce que c'est vrai que je discutais tout à l'heure avec Stéphane Bureau, un intervenant régulier qui est également québécois, mais parisien d'adoption maintenant. Et il me disait, ils sont fous, ces Européens, parce qu'ils passent leur temps à critiquer Trump plutôt que d'essayer de trouver une véritable stratégie pour s'émanciper et sans être systématiquement en train de faire, comme je le dis, les ouin-ouin. Alors c'est dur, c'est difficile, ça fait effectivement mal, mais c'est peut-être aussi une occasion historique pour nous. Alors, c'est marrant d'avoir repris la guerre sainte de Poutine parce que j'ai sorti un livre qui s'appelle comme ça il y a 2 ans. Je pense que Trump a besoin d'avoir en face de lui du répondant. Il n'a jamais caché le fait qu'il avait une sympathie pour Vladimir, son ami Vladimir, comme il le dit d'ailleurs, et comme certains échos ont fuité du dernier coup de fil entre Trump et Poutine. Le ton est de prime abord amical et sympathique, mais encore une fois, avec Trump, ça doit aboutir évidemment sur un deal et sur quelque chose de concret. Or, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que c'est la même chose qu'avec Netanyahou. Il y a une forme de fascination pour les hommes d'autorité tels qu'il est, lui, et il est très déconfit par, quelque part, le pouvoir dilué, l'autorité diluée qui peuvent émaner de pays comme les nôtres, et surtout de visions et de politiques très court-termistes. Ça l'énerve d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il se projette sur un éventuel troisième mandat en essayant de faire une tambouille à la Poutine-Medvedev, en poussant J.D. Vance pour ensuite peut-être prendre le relais derrière. Mais
Il est très agacé dans la démocratie des personnages faibles d'autorité, des personnages qui sont pardon, dans le dialogue permanent, incluant la terre entière avant de parvenir à une décision. Tout ça l'énerve. Et également les échéances très courtes que la démocratie offre. Je pense qu'il est évidemment très jaloux du fait que Poutine, si tout va bien, sera là encore jusqu'en 2036 et que Xi Jinping finalement décide également de son sort. Mais en même temps, euh, je pense que il interroge aussi la question des démocraties aujourd'hui et ce qu'on peut mener. Alors, je ne suis pas en train de faire une attaque en règle de la démocratie et des scrutins qui tournent tous les 4 ou 5 ans. Il est trop à l'étroit dans une échéance qui dure 4 ans et ensuite on repasse à de nouvelles élections. D'ailleurs, il suffit de voir son programme. Soyons clairs, c'est pas un programme pour 4 ans, c'est un programme pour 20 ans. Donc ça, déjà, ça aurait dû quelque part un peu nous alerter. Je pense que comme dans le business, quand il y a un intérêt clair et net, on passe au-dessus de la personnalité de celui qu'on a en face et la priorité, c'est de parvenir à un accord, ce fameux Art of Deal. Et il fait au moins quelque chose qui me paraît être assez de bon sens, pour reprendre une de ces expressions qui, quelque part, ne veulent pas non plus dire grand-chose. Mais vous devez faire avec les personnes qui sont en place à l'instant T. On peut rêver que le régime iranien soit renversé, et à mon avis, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver au Moyen-Orient si on était sûr que la démocratisation se passait correctement. On peut imaginer rêver une nouvelle Russie ouverte à la démocratie, etc., etc. Mais pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Donc, est-ce que l'Europe continue à s'enfermer contre les États-Unis maintenant, contre la Russie à cause de ce qui se passe et de ce que Poutine, pardon, a fait en 2022? Et ensuite, est-ce qu'on fait comme les Européens qui sont déchirés en ce moment entre une Ursula von der Leyen qui veut mener la guerre à la Chine et qui veut imposer pratiquement des sanctions contre la Chine, alors que vous avez Costa, le président du Conseil européen, qui lui est plutôt pour une négociation de business. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose de très pratique et très pragmatique. Ça n'empêche pas Trump, quand il n'est pas d'accord et qu'il est fâché et un peu colérique avec Poutine, de le mentionner. Il a d'ailleurs dit il y a quelques jours qu'il était fâché après Poutine, mais que ça pourrait lui passer si on arrivait à quelque chose. Je ne sais pas à l'instant T dans quel état mental il est par rapport à Poutine, mais on voit qu'évidemment tout ça est très fluctuant. Je pense que ce qu'on peut lui reconnaître, c'est de faire avec la situation telle qu'elle est à l'instant T. Et je pense que une des fautes majeures des Occidentaux et des Européens, encore une fois de manière très utopique, c'est de vouloir faire avec ce qui pourrait être. Or ça, bah, ça ne fonctionne pas, évidemment. Ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que Trump a une sympathie et une amitié pour Poutine? Je pense. Je rappelle quand même, c'est plus véritablement un secret d'État, c'est presque un secret de Polichinelle, que quand son empire s'est fragilisé en 2008, ce sont quand même des investisseurs russes qui l'ont sauvé. Et je rappelle aussi par ailleurs qu'à l'effondrement, à la fin de la guerre froide, pardon, et à l'effondrement de l'URSS, beaucoup de businessmen, d'hommes d'affaires euh, plus ou moins clean, plus ou moins véreux pour ne pas dire autre chose, sont partis aux États-Unis pour faire du business et évidemment le BTP, l'immobilier, brassent souvent des personnages assez interlopes et que évidemment Trump a fricoté aussi avec ces gens-là. Donc on ne peut pas lui retirer évidemment ce passif. C'est à la fois dans ses gènes cette fascination pour l'autorité, mais c'est aussi dans son parcours et c'est aussi dans l'histoire. Oui, je vais vous amener sur un terrain un petit peu en parallèle. Je vous dirais que c'est peut-être même un angle mort. Depuis le début du mandat du président actuel, j'ai essayé de trouver une logique derrière tout le spectacle de télé-réalité. Et au début, il semblait pas y en avoir, mais en fouillant un peu et en écoutant de proches conseillers, je dirais que j'ai sorti certaines tendances. Il y en a certaines que c'est par entrevue, par des opinions, mais il y en a d'autres qui sont écrites noir sur blanc. Il y a quelque chose qui a été écrit par le Heritage Foundation qui s'appelle Projet 2025, qui est un document de 800 pages qui a rebuté beaucoup de gens de par son épaisseur et de par la quantité d'informations que ce document contient,
Et peu de gens se sont donnés, comment dire, ont fait l'effort de passer à travers le document pour essayer de trouver une espèce de fil conducteur, parce que le document n'était pas très concis, mais il est très complet. Ce document-là, il transpire, et je vais recycler un terme qu'on utilisait pour les Russes. On parle depuis plusieurs années du revanchisme russe et du néo-impérialisme russe. Je fais le pont avec ce que le général Côté disait au niveau du président McKinley. Les tarifs ont été couverts pendant la campagne électorale américaine. Et les tarifs sont également mentionnés et étudiés dans quelques chapitres du projet 2025. Le projet 2025 reflète l'espèce de revanchisme dont on parle depuis tout à l'heure, de refaire grandir l'Amérique, d'arrêter de payer les factures de tout le monde, de forcer les Européens à prendre leurs responsabilités ainsi que le Canada et tout ça. Mais l'angle mort sur lequel j'aimerais vous amener, l'angle mort que j'aimerais éclairer, c'est le manque de logique apparente qu'il y a maintenant. Et pourtant, lorsqu'on écoute certains conseillers de la droite américaine, dont Steve Bannon, qui avait parlé de flood de zone, inonder la zone, au niveau prise de décision et niveau journalistique, ça s'est réalisé. Il parlait également, Steve Bannon, de 100 Days of Thunder, les 100 jours de tonnerre, dans lesquels nous sommes ou lesquels viennent un peu de prendre fin si on suit l'espèce de plan de match qui est caché devant nous dans le document de 800 pages. Les tarifs peuvent être utilisés à 3 fins. Augmenter les revenus, et ça, il en a parlé. Restreindre l'accès au marché américain, bloquer le marché américain à certaines industries de manière à les faire renaître. Et la troisième, la phase dans laquelle, du moins au niveau terminologie, même si la logique n'y est pas, la réciprocité, c'est-à-dire de rééquilibrer l'espèce de terrain de jeu mondial, parce que dans l'esprit de revanchisme américain qui sort des différents documents de la droite et des différents stratégistes, les Américains, depuis des stratégies, en étant bons princes, un peu comme Sébastien l'a expliqué tout à l'heure, ont payé la facture et toujours payé l'addition et ainsi de suite. Et lorsqu'on écoute les entrevues directement du secrétaire au commerce ou aux échanges internationaux, j'ai oublié le terme, là, je fais une mauvaise traduction libre, Howard Lutnick, avec qui notre ministre canadien Dominique Leblanc fait affaire, avec qui Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a fait affaire également. C'est relativement transparent et en ligne avec Projet 2025. Et ce qu'il y a là-dedans, Projet 2025, il y a 2 chapitres importants au niveau des tarifs. Le premier est de Peter Navarro, qui est dans le cercle et la garde rapprochée de Trump, qui, lui, est l'avocat de tarifs, comment dire, beaucoup plus radicaux. Et il y a un deuxième chapitre qui suit immédiatement celui de Navarro, qui lui dit non, 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 on doit quand même préserver l'ordre mondial au niveau commerce, mais y aller d'une manière un peu plus bilatérale, de manière à équilibrer le tout, et on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a donc 2 visions dans le projet 2025 qui semblent s'affronter, mais lorsqu'on regarde les mesures qui sont prises actuellement, ne s'affrontent pas. La prise de décision semble tomber quelque part entre les deux. Vous allez dire, Jacques, OK, c'est quoi ton angle mort? Un des préceptes, autant de 2025, projet 2025, que le guide de l'utilisateur pour restructurer le système d'échange mondial, publié par le docteur Stéphane Mehren en novembre 2024, un document beaucoup plus facile à digérer, bien qu'un document purement économique, et je ne suis pas économiste. Les économistes canadiens des différentes grandes banques ont tiré à boulet rouge sur ce document en disant qu'il y avait des trous, mais
quand même, l'administration Trump semble suivre les recommandations de ce texte-là. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il semble y avoir une certaine logique en arrière de ce qui est annoncé. Une des choses importantes dans ce document-là, le guide pour restructurer le système d'échange mondial, c'est la dominance du dollar américain et les dettes américaines qui sont possédées à l'extérieur des États-Unis, principalement par la Chine, mais également par l'Union européenne, par l'Asie, autre que la Chine, et ainsi de suite. Suivez-moi dans le trou de lapin. On continue avec ce dollar américain-là. Les Américains veulent que le dollar américain reste l'étalon mondial, mais trouvent qu'il y a eu beaucoup trop de dollars américains qui ont été mis en circulation à travers le monde et que le dollar américain, tout en restant l'étalon mondial, devrait être dévalué de manière significative. Au niveau théorie économique, il y a la théorie de laisser flotter le libre cours et les échanges pour que les différentes devises s'ajustent. Et il y a eu certains États comme l'Argentine, comme différents pays beaucoup plus restrictifs, où est-ce que les taux d'échange sont fixés artificiellement. Depuis des décennies, nous vivons avec le cours du dollar, le cours de l'euro, le cours du dollar canadien qui flottent librement et qui s'ajustent en fonction du marché. Et les réserves en devises américaines affectent la valeur du dollar américain, qui fait que, selon les documents de droite américaine, les Américains ont de la difficulté à exporter à l'extérieur de chez eux pour vendre ailleurs parce que leur dollar est trop haut. Tout ça pour dire que dans le grand plan de droite du Heritage Foundation, du Dr. Meron et d'un paquet d'autres, ils veulent dévaluer le dollar. Où allons-nous avec ça? Le chaos et les 100 Days of Thunder. Ma théorie est, s'il y a une logique derrière la folie de foutre le bordel dans l'ordre mondial, c'est d'inviter les gens ou de forcer, parce qu'à la Trump, on ne négocie pas, on force les gens à se délester de la dette américaine et des dollars américains de manière à ce que sa valeur baisse. Vous allez dire, OK, c'est d'une manière très confrontationnelle. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des antécédents là-dedans. Nous avons tous la mémoire courte. Les gens ont oublié l'accord Plaza du Plaza Hotel à New York en 1985, où est-ce que les États-Unis ont gentiment réuni leurs alliés, ceux qui pouvaient influencer sur la valeur du dollar américain, les Britanniques, les Français, les Allemands et les Japonais, il m'en manque peut-être un, ont signé l'accord du Plaza Hotel en 1985 et ont accepté de se départir de dettes américaines et de dollars américains de manière à le faire baisser volontairement. Cet accord a été en vigueur pendant 2 ans, jusqu'en 87. En 87, on a eu l'accord du Louvre, si ma mémoire est bonne. Où est-ce que là, les Américains ont dit « Merci les copains, on aimerait garder le dollar américain au niveau où il est maintenant. » Le Canada faisait partie des accords du Louvre. Donc, c'était en 85 et en 87 un exemple d'interventionnisme pour contrer un dollar américain qui flottait et qui s'évaluait un peu trop au goût du gouvernement états-unien. Et à ce moment-là, les économies d'influence étaient plus restreintes qu'aujourd'hui. La Chine ne s'était pas encore épanouie, l'Asie non plus. Seul le Japon était une puissance et c'est ces puissances-là qui ont accepté volontairement, en se faisant mal économiquement et en ne voyant pas leurs propres avantages pour rendre service aux États-Unis, de laisser dévaluer le dollar américain. Essayer de refaire un accord du Plaza Hotel en 2025, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de joueurs
qui possèdent de la dette américaine et du dollar américain en quantité substantive avec des objectifs politiques non alignés au niveau géostratégique, dont la Chine et dont certains pays, le Vietnam, qui commercialement est allié, mais n'oublions pas que c'est quand même une dictature, et ainsi de suite. Donc, de refaire l'accord du Plaza Hotel en 2025 serait beaucoup plus compliqué. Donc, selon moi, lorsque je fouille un peu, la logique semble être de foutre le chaos et le bordel de manière à forcer les gens à se départir et à perdre un peu confiance au niveau du dollar américain pour le dévaluer. On peut dire que c'est de la fumisterie, on peut tirer à boulet rouge comme certains économistes l'ont fait, mais à date, lorsque je regarde le plan de match, ça semble être suivi relativement. L'avenir dira si, comment dire, j'imaginais des choses ou si j'en ai vu, mais à présent, avec le chaos qui est semé, ça semble suivre le plan de match et va entraîner, bien entendu, des pertes en bourse et tout ça. Je vais compléter avec une deuxième chose. Nous avons vu une rhétorique canadienne très, très nationaliste lors des premières attaques. Et maintenant, notre premier ministre intérimaire, qui sera peut-être notre premier ministre le 28 avril, ça reste à voir, le premier ministre de l'Ontario et beaucoup de gens sont beaucoup plus doux dans la deuxième salve de contre-attaque que dans la première. Le Canada a été pas mal épargné et présentement, notre contre-riposte de tarifs similaires sur les automobiles américaines de 25 %. La question que tout le monde pose, c'est quoi une automobile nord-américaine ou canadienne? Quel est le pourcentage de contenu de manière à ce que cette flotte de véhicules-là ne soit pas taxée? Lors d'entrevues de certains gens de la droite, de conseillers auprès de Trump, j'ai entendu le chiffre 50 %, à condition que le véhicule soit 50 % états-unien. Au niveau canadien et Mexique, peut-être qu'on n'aurait pas à trop se soucier. J'ai également entendu le 25 % du 25 % parce que lorsqu'on regarde en moyenne les grands constructeurs canadiens, les grands constructeurs automobiles au niveau nord-américain, le contenu canadien et mexicain combiné est de l'ordre, pour la compagnie, de 24 à 30 %. Donc, on parle de taxer le 25 % sur le 24 à 30 %. Et là, ça, c'est moitié mexicain, moitié canadien. Tout ça pour dire que finalement, c'est peut-être pas si gros que ça. L'autre chose qui se passe, selon moi, peut-être en douce, et que le gouvernement canadien l'a mis sur des panneaux américains le long des autoroutes, et je ne sais pas s'ils vont l'enlever, c'est que les tarifs au niveau mondial, mais au niveau canadien, se trouvent à être des taxes sur le consommateur. N'oublions pas que les Américains sont le seul grand pays, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais de mémoire, le seul grand pays, la seule grande économie occidentale, démocratique, qui n'a pas de taxe sur les produits et services, ou ce que vous appelez en Europe de VAT, Value Added Tax, excusez mon anglicisme, je ne sais pas quel est le terme en français, qui est toujours de l'ordre d'à peu près 7, 8, 10 % gros maximum. Et certains endroits, comme nous au Québec, lorsqu'on combine la fédérale et la provinciale, on monte à 15. Donc, le 10 % semble être un sweet spot où est-ce qu'effectivement, le gouvernement américain, de manière à pouvoir peut-être amener des coupes d'impôts pour des mieux nantis et ainsi de suite, pourrait se compenser sur ces espèces de tarifs-là. Tout ça pour dire qu'on a à l'avant un spectacle qui nous semble un peu déboussolant d'un homme de TV-réalité, mais derrière, il semble avoir un plan de match qui, lorsqu'on le lit, qu'on soit d'accord ou pas avec, semble être relativement suivi. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, les trois grands blocs, Yalta 2.0, possiblement que ça a lieu également. De voir également l'Union européenne un peu plus comme un concurrent économique
que comme un allié économique et par le fait même de transférer l'addition au niveau défense pour contrer la Russie et d'autres, et au niveau de l'OTAN, mettre la pression, c'est fort intéressant. La question pour deux ex-militaires, du moins pour moi, et je ne sais pas pour le général, c'est l'avenir de l'OTAN. L'OTAN, dont un président français avait dit qu'il est en mort cérébrale, l'OTAN, maintenant, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les ministres des Affaires étrangères sont réunis depuis hier pour se parler. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit qu'il ne laisserait pas tomber l'OTAN, qu'il croyait encore en l'aspect multilatéral et la capacité de défense. Le secrétaire général a parlé des Australiens, des Néo-Zélandais, des Coréens et des Japonais, d'essayer de les... En d'autres mots, pour avoir travaillé à l'OTAN pendant 5 ans, je peux vous certifier qu'il y a une espèce d'effort de mondialisation au niveau de l'OTAN pour la rendre plus pertinente sur plusieurs théâtres d'opération, autres que la simple défense de l'Atlantique Nord. Donc, tout ça a lieu en parallèle. En même temps, Marco Rubio est allé annoncer que non, 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 2%, 3%, ce n'est pas suffisant. On devrait viser 5%. Est-ce que c'est souhaité? Tout simplement, et d'encourager les gens, comme la Pologne le fait déjà, et autres, de manière à pouvoir encore là pousser l'addition un peu plus aux alliés? Ou est-ce que c'est comme John Bolton, qui était l'aviseur de la sécurité nationale sous Trump 1.0 et ambassadeur aux Nations Unies, un néo-conservateur, qui, lui, a peur, et il le dit dans les entrevues sur toutes les grandes chaînes, il a peur qu'à la première occasion, Trump et ses minions cherchent à se désengager carrément de l'OTAN et que nous, les Alliés, ne devrions pas leur donner d'excuses ou leur permettre de le faire et devrions contribuer plus, bien entendu, au niveau du produit intérieur brut, au niveau du pourcentage, et de faire attention avec l'Union européenne de créer la fameuse armée parallèle ou le commandement parallèle qui pourrait constituer une excuse pour le gouvernement Trump pour retirer ses billes de l'OTAN, partiellement ou entièrement, de manière à pouvoir focuser sur l'Asie. Oui, Alain, merci. Ben, j'abonde forcément dans ce sens-là, parce que au-delà de votre réflexion économique, et je ne suis pas, pour reprendre la formule consacrée précédemment, je ne suis pas un économiste, mais en tout cas, les mécanismes sont évidemment extrêmement intéressants. Et j'ai déjeuné ce midi avec quelqu'un qui suit de près le dossier et qui est économiste et qui m'a fait effectivement se dérouler. Alors, comme je ne suis pas très calé au départ, l'entendre une deuxième fois m'a fait du bien, mais si on peut avoir une trace écrite, ça serait vraiment intéressant. Je finirai juste pour ma part, parce qu'effectivement, je dois y aller, sur les éléments que vous avez développés au début. Je m'intéresse de près à la Heritage Foundation et je crois encore une fois que on a été dans le déni trop longtemps. On accuse souvent, alors, Trump est plein de défauts, on peut faire une liste longue comme le bras, mais qui n'en a pas. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il soit si imprévisible que ça. Encore une fois, beaucoup de personnes s'enferment dans un certain nombre de clichés. Tout ce qu'il fait, il le dit, et globalement, tout ce qu'il dit, il le fait. Et l'appui, ou en tout cas la manière dont Trump a été puisé dans le think tank Heritage, et à la fois sur le plan social, sur la lutte contre le wokisme, ou appelé comme tel, sur le plan économique, cette démonstration que vous avez fait, cette histoire de taxes, elle ne vient pas de nulle part. Il suffit de revoir encore une fois la vidéo de Trump quand il était jeune et fringant en 1983, où il disait exactement la même chose que ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, on ne peut pas lui reprocher de changer son fusil d'épaule. La question que j'ai posée à cet expert ce midi, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait en 2016. C'est une question évidemment qui interroge. Il a probablement davantage évidemment aujourd'hui les coups des franches, pardon, alors avec cette idée que théoriquement il n'est pas censé être réélu. Mais en tout cas, ce mécanisme-là sur l'histoire des taxes pour à terme faire dévaluer
le dollar pour exporter encore davantage du côté américain, ce qui aurait été un frein précédemment, était effectivement dans le dossier de Heritage. Et je pense qu'on a péché par méconnaissance, par déni, par refus et par haine, tout à fait probablement compréhensible, comme un effet miroir de ce que Trump nous renvoie aujourd'hui dans nos faiblesses. Mais en tout cas, tous ces éléments-là auraient pu être anticipés. Je finis juste sur un exemple avec la Commission européenne qui, du début 2024 jusqu'à novembre, a refusé d'imaginer que Trump puisse être réélu et puisse appliquer le programme pour lequel il serait élu, et a seulement, à partir du mois d'août, mis en place une task force par sécurité ou par prévention. C'était, à mon avis, déjà évidemment trop tard pour constituer une voie unique ou une voie unie, en tout cas, de l'ensemble des États membres sur comment réagir à la possible mise en application du programme de Trump. Encore une fois, tout était pratiquement écrit. C'est difficile, évidemment, en géopolitique, de lire dans le marc de café, mais il n'y avait même pas forcément besoin de faire appel à une astrologue ou à un médium pour savoir qu'il appliquerait cette fois-ci à la lettre ce programme, et que, effectivement, dans le rapport de 800 pages de la Heritage, comme sur le site actuellement, on peut trouver beaucoup d'éléments concomitants et en tout cas qui allaient dans ce sens-là. Voilà, je voulais juste encore à nouveau remercier Alain pour l'organisation de cette conférence en ligne. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment de continuer à discuter sur les 4 prochaines années de tout ce qui est en train de se passer. Merci Alain, merci en tout cas aux intervenants et aux personnes qui étaient en ligne. Et puis j'espère à bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci.